Bienvenue à toutes et à tous. Donc je m'appelle Romain Couturier et je suis très heureux de vous accueillir sur cette session recette d'atelier à gogo. Pendant la prochaine heure, je vais disséquer avec vous mes ateliers. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour pouvoir dynamiser vos facilitations, vos ateliers, de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce que je conçois mes ateliers. Et donc vous transmettre cette partie-là. Alors comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir qu'il va y avoir une séquence assez voilà, dans les premières minutes de la conférence. Je vais vous poser des questions, je vais vous en poser 3 et je vais vous inviter à y répondre de la manière la plus spontanée et de la plus rapide. Donc gardez bien vos mains près de votre clavier, ce sera super, puisque vous allez contribuer aussi à donner des tips, à donner des éléments, mais je vous rassure, je vais vous en donner un maximum. Je vais dessiner cette conférence et je vais essayer de vous partager un maximum de retours d'expérience. Donc, dans la vie, donc quand j'ai fondé Supertilt, au début, je faisais du coaching agile, et c'est vrai que la première chose, quand on est en facilitation, moi, je sais que j'avais tout de suite besoin d'avoir de l'outillage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être facilitateur, j'avoue que c'est s'il y a bien un objet qui m'habille, et avec cette période de Covid, ça m'a manqué, c'est ceci. C'est une trousse, donc c'est une trousse de bricolage, et cette sacoche, quand je la porte, eh bien, c'est un peu mon équipement et mon outil de travail. Donc ça, c'est vraiment un outil essentiel. C'est vraiment un objet. Et parmi aussi les objets préférés desquels je pourrais pas me séparer pour faire une facilitation, il y a ceci. Alors, je sais pas, je vais essayer de pas le faire trop fort. J'espère que vous avez pu entendre. Ceci est un sifflet-train. Ce sifflet-train, il a une particularité. La première, c'est qu'il fait un bruit de train, et ça, c'est trop bien. Et puis, j'ai eu la chance, il m'a été offert par ce monsieur Tiagui. Donc, il a à la fois une fonction sentimentale, et c'est un objet. Voilà. Sans ça, je peux difficilement être en facilitation. Mais et je pense que ça fait partie, voilà, d'avoir des espèces de doudous en tant que facilitateur. C'est assez important. Et donc la première question que je vous pose, et j'aimerais que si vous le pouvez, voilà, c'est quoi vos objets préférés? C'est quoi votre objet préféré quand vous êtes en facilitation? Quel objet ou quels objets au pluriel vous ne pouvez pas vous défaire, parce que sinon ça marche pas, en fait. Vous n'êtes pas dans cette position. Voilà, une baguette magique. Ah, c'est génial. Je vais pouvoir me fournir aussi. Ça, je ne connaissais pas, celle-là. Voilà, quels sont les objets? Si on peut essayer d'avoir un maximum d'objets préférés, ça donnera des idées à ceux qui n'en ont pas encore, et ça nous permettra d'avoir la grande collection d'objets indispensables. Ah, mon sourire, oh, c'est beau. C'est beau. C'est vrai que ça, c'est important, les sourires. Donc, les objets préférés, c'est indispensable. Et quand on démarre en facilitation, évidemment, on va se poser la question des outils. Et donc, on va faire comme tout le monde. Tous les facilitateurs, à un moment donné, vont chercher à renseigner leur boîte à outils. Alors, il y a plein de bouquins voilà, que je peux vous recommander. Je vous donne mon top 3. Mon top 3 des ressources. Voilà, je vous ai parlé de Tiagui tout à l'heure. On remarque un bon bouquin quand il commence un peu à être usé. Vous voyez que là, il a un petit peu servi. J'ai adoré celui-là, les Innovation Games de Luc Oman. Non pas parce que ce soit révolutionnaire, mais c'est un excellent packaging d'ateliers, de boîtes qui sont faciles. Et puis, j'ai envie de dire, le best-seller, sans lequel rien n'est possible, Game Storming. Voilà, s'il y a un ouvrage que j'avais à vous recommander, c'est bien celui-ci. Deuxième question, donc, quel est votre ouvrage préféré? Si vous aviez de recommander un guide de facilitation, un ouvrage de facilitation, lequel est-ce? Je vous invite à les poser dans le chat. Dites-nous un petit peu quel est votre objet de facilitation, votre livre, pardon, votre ressource préférée, celle
vers laquelle vous dirigeriez n'importe qui se pose la question de passer à la facilitation. J'avoue que ce qui m'a beaucoup intéressé dans Gamestorming, c'est évidemment toutes les pages où il y a plein de choses, mais surtout, je pense que c'est les premières pages d'introduction que j'ai commencé à découvrir et à mieux comprendre, mais plutôt sur le tard. Et là, je vois qu'il y a des belles références qui passent. Ça va être autant d'idées et de sujets. Je pense que je vais bien mettre ça dans ma liste d'envie. Donc, jeu à thème de Tiagi, Innovation Games et Gamestorming. Voilà, et merci à tous ceux qui nous donnent des inspirations, d'objets. Dans cette donc voilà, et donc une fois que vous avez commencé à explorer tous ces différents ouvrages, et bien très très rapidement, on se retrouve avec une collection de plein de trucs et en expérimentant plein de choses. Et j'ai fait cet exercice de collecter un petit peu tous les ateliers. Et quand je regarde tous les ateliers, tous mes ateliers préférés, c'est-à-dire tous les ateliers que j'aime, que j'ai déjà essayé, qui peuvent avoir de la place, leur place dans un filage d'ateliers, eh bien, voilà, je les ai recensés, je les ai mis sur mon Miro. Et aujourd'hui, j'en ai identifié presque, il doit y avoir à peu près aux alentours de 200, j'ai pas compté exactement, mais ça donne ça. Alors je vais pas passer la conférence à vous expliquer les 200, malheureusement on n'aurait pas le temps, même si ce serait tentant. J'aimerais savoir, pour vous, si vous aviez un atelier à conseiller à quelqu'un en facilitation, un atelier dont on pourrait trouver la description sur Internet ou quelque part. Quel est l'intitulé de l'atelier? C'est la troisième question. Je vous avais dit qu'il y aurait 3 questions. Ça, c'est la troisième. Quel est l'atelier que vous conseillez? Votre meilleur atelier, votre atelier préféré? Moi, j'en ai plein, mais il y en a forcément un qui se dégage. Voilà, le KISS, le Lean Coffee, le Team Charter, le Speedboat, c'est bien, parce qu'il y a des noms que je ne connais pas forcément, et donc ça va faire autant de pistes à aller explorer. Le World Coffee, le Lean Coffee, le Story Map. Ah, trop bien. Voilà, on a une belle collection. Pokayoke, très bien. Eh ben, celui-là, je me le note parce que je le connais pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est que plus on rencontre des facilitateurs, plus on va se rendre compte aussi de la diversité des inspirations et des sources et de toutes ces origines. Alors, si j'essaie un petit peu de synthétiser ce qu'on vient de faire ensemble, c'est un truc assez classique. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Ça, j'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba de la facilitation. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir été formé en facilitation pour faire ce genre d'atelier. Vous savez, on pose une question, on essaye d'en regrouper, d'avoir un maximum de réponses. C'est exactement ce que j'ai fait. Vous avez répondu et je vous en remercie. Et puis, souvent, on va faire ça sur des post-it. Vous savez, les ateliers post-it, ça, c'est la facilitation sans formation. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, une fois qu'on a tout ça, on pourrait prendre tout ce que vous avez mis dans le chat, et puis on pourrait faire un rassemblement. Évidemment, on fera un rassemblement par thème, où on ferait des patates, un petit peu comme sur l'exemple. Voilà, j'ai déterré des archives, et ça fait partie de mes premiers ateliers que j'ai osé prendre en photo. Et en fait, je retrouve ça chez tous les facilitateurs qui démarrent, qui débutent. Et puis on le refait aussi parce que c'est quand même super pratique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on vote. Hein. Donc voilà, on pose une question, on essaie de collectionner pas mal de choses, on rassemble et on fait voter. Voilà, c'est un peu une recette de base. Une recette de base qui fonctionne bien, c'est comme si un peu en cuisine, je vous expliquais comment faire cuire des pâtes, quoi. C'est pas fou, mais franchement, ça fait super bien le travail. C'est efficace. Et quand on n'est pas hyper à l'aise, quand on débute, quand on démarre, franchement, c'est très très bien. Et une fois qu'on a ce type de déroulé là, on le retrouve assez classiquement. Hein. Vous allez le retrouver dans des. Voilà, je travaille beaucoup dans l'agilité, même si c'est pas un domaine que vous connaissez. Dans l'agilité, il y a forcément un rituel d'équipe qu'on va appeler une rétrospective. C'est une séance d'amélioration continue en équipe, dont le filage, dont le déroulé est connu. Voilà, on commence par une ouverture, c'est en bas à gauche sur votre écran. On ouvre la rétrospective, on collecte des informations.
on discute et on définit des actions d'amélioration. Et à la fin, on clôture. Et ces principes de... Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un filage. Si on veut animer une rétrospective, ça, c'est la trame de base. Elle est connue, elle est structurée, et c'est exactement... C'est facile à suivre. Ce déroulé-là, si on extrait un petit peu la substantifique moelle de ce qu'on vient de se dire, c'est toujours finalement la même séquence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par séquence? C'est-à-dire que si on regarde bien les exemples qu'on vient de se donner, on a forcément démarré par un truc qui s'appelle un trip. On dit aussi qu'on fait triper les gens. Le trip, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme qui désigne un temps de réflexion individuelle personnelle. Ce temps de réflexion individuelle personnelle, tout est dans le titre. Il s'agit de donner un temps à des personnes pour qu'elles se forgent une opinion. Pourquoi est-ce qu'on leur laisse le temps? C'est justement parce que on ne souhaite pas qu'elles soient... on ne souhaite pas installer de biais cognitifs, c'est-à-dire de biais d'influence par rapport à d'autres personnes. Et donc, on se laisse un temps pour réfléchir individuellement. Et la collecte des post-it, ça va exactement dans ce sens-là. Après, on réussira plus ou moins les ateliers post-it, mais bon, ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence. Ensuite, une fois qu'on a bien collecté l'ensemble des informations individuelles, eh bien, on va pouvoir lancer une activité à partir de ça. Une ou plusieurs activités. Une activité, c'est tout ce qu'on est en train de se dire, hein, c'est les différents formats d'ateliers qu'on évoque et qu'on va évoquer. Ça peut être ceux qui ont été indiqués dans le chat, ça peut être bien d'autres encore. Et une fois qu'on a mené cette séquence d'activités, eh bien, on va forcément enchaîner avec une étape de débriefing, c'est-à-dire on va débriefer l'activité où on va clôturer. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir des situations où on n'a pas nécessairement envie de débriefer, où on évalue que ce n'est pas forcément ça qui est le plus attendu par le groupe. Donc ça, c'est pour concevoir des ateliers, voilà, on peut faire ça, c'est-à-dire on fait des trips, on tripe une fois, tous ensemble en même temps, on mène une ou plusieurs activités et on débriefe. Moi, quand je fais ça, quand je regarde un petit peu les ateliers qui sont construits de cette manière-là, pour reprendre un petit peu cette logique que je viens de vous donner, je vais vous donner une séquence que je vais utiliser. Par exemple, je vais demander en temps de réflexion individuelle pour des personnes de lire des chapitres. Voilà. Donc là, le temps de réflexion individuelle, c'est lire un papier ou lire un chapitre. Ensuite, l'activité, ça va être une activité de questionnement, par exemple, où je vais répartir les gens en trinômes. Pourquoi en trinômes? Parce que c'est pratique, voilà, ça fait des tout petits groupes, et pour les personnes introverties, ça leur permet de discuter facilement, et puis pour les personnes qui sont un peu trop pipelettes, ça leur permet aussi de parler, mais sans rendre prisonnier tout le monde. Et puis une fois qu'on a fini cette conversation, on va avoir un petit débriefing avec sous forme de questions. Par exemple, quelle surprise avez-vous eu dans l'échange que vous avez eu, c'est-à-dire dans le sens, est-ce qu'il y a eu un fait marquant, quelque chose qui vous a que vous avez relevé. Voilà, une petite séquence assez facile à jouer. Autre possibilité, autre exemple, par exemple, si je travaille sur une équipe, je vais demander à chacun d'identifier quelles sont les meilleures pratiques. Voilà. Et donc, chacun pense à ses meilleures pratiques. C'est quelque chose que j'ai fait encore cette semaine. Voilà, donc chacun réfléchit à ses meilleures pratiques, post-it ou pas post-it d'ailleurs, peu importe, c'est pas forcément important. Ensuite, on va enchaîner avec une logique de tournoi.
Si vous regardez les structures libératoires, ça s'appelle 1, 2, 4 rôles, mais moi, c'est vrai que il y a plusieurs années, j'avais déjà identifié ce mécanisme-là. Donc ça, c'est assez pratique. Donc c'est un système de conversation où on va faire converger les gens, on forme des binômes, et puis après on forme des quadrinômes, et puis après on rassemble les gens. L'idée, c'est qu'ils aient une sélection. Voilà, à la fin, on a une sélection de meilleures pratiques. Et puis, l'ensemble de ces pratiques-là, on va pouvoir les collecter. Et puis, peut-être qu'on aura envie d'avoir un échange libre, parce que le débriefing, c'est pas forcément toujours soumettre que des questions. Et donc, on a bien toujours la même séquence. Là, c'est une séquence qui est composée à partir de petits formats qu'on va retrouver très facilement. Mais vous allez trouver aussi des formats d'ateliers qui sont carrément construit comme ça. Si vous regardez par exemple, donc toujours sur les structures, ce qu'on appelle les liberating structures ou les structures libératoires, vous avez un format qui est génial, qui s'appelle le conversation café. Et si vous regardez comment le conversation café est construit, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire un positionnement individuel, en introduction, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je pense de ce qui se passe. Ensuite, quel est mon ressenti? Donc un deuxième trip, toujours un positionnement individuel. Ensuite, on a une activité de conversation, et puis à la fin, on clôture. Donc ça, on voit bien que cette séquence-là, trip, activité, débriefing, elle est vraiment essentielle à connaître et à maîtriser. Et s'il nous manquait encore un exemple pour se dire que c'est vraiment ça, c'est vraiment la base. Vous pouvez aussi regarder du côté des Lego Serious Play. Les Lego Serious Play, c'est la méthodologie qui a été développée par Lego il y a plusieurs années maintenant, qui est d'une puissance absolument remarquable. Et comment est conçu un déroulé, pour faire simple, hein, évidemment, la méthode est beaucoup plus développée, mais comment est-ce que la méthode Lego Serious Play est construite? Eh bien, à chaque fois, on a une personne, chacun individuellement construit un élément en Lego. Ensuite, j'expose et je parle, et on a une micro-conversation, et ensuite, les gens j'expose, et ensuite, on a une micro-conversation. Donc, on retrouve bien trip, activité, débriefing. Ça, c'est vraiment des éléments à... Je pense que ça fait partie des indispensables aujourd'hui pour tous les objets de facilitation. Et ça, moi, je le fais tout le temps. Voilà. Là, si je vous parle, par exemple, d'un filage que j'ai fait pour une équipe il y a longtemps, c'est quand on fait, par exemple, un démarrage de projet avec une équipe, là, on était avec une équipe, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai construit le filage, on a commencé par faire une démonstration de l'existant. Donc là, c'est une équipe qui développe du logiciel. Donc on n'a même pas commencé d'activité collective. Déjà, c'était de voir ce qu'ils avaient. Ensuite, moi, j'ai ouvert le cadre en leur demandant, en faisant un petit exercice qui s'appelle EATP ou EAVP, voilà, pour leur demander un petit peu quel était leur profil en présence. Vous voyez, est-ce qu'il y a des explorateurs, des acheteurs, des vacanciers, des prisonniers? Ça, c'est pour prendre un petit peu le pouls et l'énergie. Et là, vous voyez, il y a les votes autour, et donc ça veut dire que on était sur un atelier de 2 jours, et puis au bout de quasiment 1 heure, je vois qu'il y a 2 vacanciers et un prisonnier. Et vous voyez que sur le nombre de personnes présentes, ça représente quand même pas mal de monde. Mais voilà, ça, c'est ce genre de petites choses qui sont c'est des signaux qui sont hyper importants à avoir. J'ai enchaîné ensuite avec une ligne de temps. Ça fait partie vraiment de mes outils favoris. C'est parfait pour repositionner l'histoire et comprendre d'où viennent les choses. Là, vous voyez que les posters sont quand même assez grands. Ensuite, j'ai enchaîné avec un vie ma vie pour comprendre le fonctionnement de l'équipe. Donc, un vie ma vie, je leur ai demandé de documenter différents instants de leur vie. Voilà, des vies ma vie, c'est chouette. En plus, ça peut être fait de manière visuelle. On remplit des agendas, des calendriers, ça permet de mieux comprendre. Et ensuite, une fois qu'on avait ça, je leur ai demandé un petit peu auprès de qui ils travaillaient. Donc là, j'ai enchaîné avec un atelier, ce qu'on appelle un atelier Pain Gain. Pareil, c'est un de mes favoris. J'ai beaucoup de favoris, en fait. Et ça, j'adore, parce que ça permet de se poser la question par rapport à des personnes, quelles sont leurs peines, quels sont leurs gains.
pain gain, c'est en anglais, et donc vraiment de rentrer en empathie avec des personnes. On a enchaîné avec un classique qui s'appelle un speedboat. Voilà, tous ces ateliers-là, vous pouvez les chercher, vous pouvez les retrouver sur Internet. Un speedboat, ça c'est le grand classique, hein, ce bateau qui va vite. Alors, bon, la photo date d'il y a quelques années. J'étais encore à mes prémices en facilitation graphique, donc vous serez peut-être plus indulgent sur le rendu visuel. Donc là, un speedboat pour un petit peu évaluer comment ça se passe, dans leur équipe, et donc de comprendre un petit peu les différents axes, les différents freins. On a enchaîné avec une auto-évaluation de maturité sur, là, en l'occurrence, il y a un document, il y a 12 critères. Donc, il s'auto-évalue, donc ça permet de mettre les gens en mouvement. On a enchaîné avec une impact pour évaluer donc une matrice d'impact-effort. Ça, c'est génial. Et les cadrans, d'une manière générale, voilà, vous avez 2 axes, vous positionnez des éléments à l'intérieur, ça fait parler les gens, et ça, c'est hyper important. J'avais besoin aussi de comprendre quelle était leur vision. Donc, on a travaillé sur un elevator pitch, les tests de l'ascenseur. Ça, c'est pareil, c'est des exercices qui sont simples à faciliter, à animer, et qui sortent énormément d'informations. Je travaille beaucoup sur les conceptions de produits, et ça s'y prêtait bien. Donc, après, on a fait ce qu'on appelle un Value Proposition Canva, qui est un bouquin qui est une émanation du business model Canva. Donc, c'est les Canva, voilà, ces structures avec des cases qu'on va inviter à remplir d'une certaine manière, et qui vont permettre de faire émerger, là, en l'occurrence, quel est le bon produit, et donc d'aligner la vision sur les enjeux. Et puis, on a terminé par un user story mapping. C'est littéralement une cartographie fonctionnelle, c'est-à-dire une carte de tout ce qu'il y a à faire sur le projet. Et vous voyez que là, il y a énormément de monde présent. Donc ça, c'est vraiment des formats d'ateliers qui sont... donc là, on est sur un format 2 jours. Hein, le filage que je viens de vous expliquer, c'est 2 jours. Vous avez Et j'ai pas fait que des trip activités débriefing, évidemment. Parce que si on fait que ça, déjà les gens ils vont nous voir arriver, et puis il va s'installer malheureusement une forme de routine. Donc une autre approche que j'utilise, c'est la logique d'assemblage. La logique d'assemblage, ça veut dire que je prends des ateliers qui vont parmi les 200 par exemple, et je vais essayer de regarder lesquels pourraient s'enchaîner correctement avec un autre. Et alors, vous avez peut-être des assemblages qui sont, si vous avez envie de continuer à partager sur le chat des assemblages qui vous paraissent intéressants, n'hésitez pas à les partager. Des assemblages, c'est quoi? C'est de se dire, parmi tous les ateliers que je vais trouver, finalement, lequel va pouvoir s'enchaîner avec lequel? Parce que ça, c'est toujours une grande question qu'on se pose. Et en fait, il me semble, mais il me semble qu'en fait, la question est... Au début, elle se pose et elle est légitime, mais en fait, dans son élaboration, on va voir qu'on va pouvoir réussir à combiner n'importe quoi avec n'importe quoi. Et même s'il y a sans doute des ateliers qui s'enchaînent mieux dans une certaine séquence, c'est-à-dire un atelier l'un avant l'autre, il me semble que certains ateliers pourront tout à fait être intervertis. Dit autrement, vous pouvez quasiment prendre n'importe quel atelier aujourd'hui que vous allez trouver sur Internet ou dans un bouquin, et vous pouvez l'assembler avec n'importe lequel, et dans l'ordre de votre choix. Si je vous donne des exemples de ce que je vous partage, dans mes ateliers favoris, il y en a un qui s'appelle le bocal à poisson. En anglais, vous pouvez chercher, ça s'appelle fishbowl. C'est un format de conversation qui est particulièrement puissant, qui est assez déroutant, puisque on a des gens qui vont parler, mais juste, il n'y a que 3-4 chaises qui sont présentes au centre, et puis tous les autres écoutent autour, et ne peuvent parler que ceux qui sont au milieu.
Et parmi les ateliers favoris que je vous ai montré tout à l'heure, il y a la ligne de temps. En anglais, vous pouvez trouver aussi timeline. Et j'aime bien ces deux-là parce que voilà, on peut avoir un groupe qui parle et d'ouvrir un petit peu le sujet, d'ouvrir un peu les chakras. On discute avec ce format-là et on va consolider ce qu'on vient de se dire dans une ligne de temps. Et à l'inverse, je pourrais tout à fait démarrer avec une équipe en disant on va d'abord consolider votre histoire et après on va discuter de ce que vous vous êtes dit et on va essayer d'analyser un petit peu ce qui est indiqué sur la ligne de temps. Et on peut vraiment intervertir les ateliers très facilement. Autre exemple que je peux vous partager. Donc le format que moi j'appelle ça un format tournoi. Parce que c'est comme ça que je l'ai appelé historiquement, mais maintenant vous pouvez regarder, ça s'appelle dans les structures libératoires, ça s'appelle 1, 2, 4 halls. Donc c'est un format où chacun va pouvoir imaginer des idées, et puis on va les fusionner avec un autre, et puis on va fusionner encore et encore. Donc c'est une logique d'élimination, mais en fait de convergence collective. Et moi, je vais l'enchaîner avec, là je l'ai encore fait, avec un jeu des lettres, parce que sur une séquence pédagogique, j'ai envie de parler des interruptions, d'expliquer aux gens comment ils perdent du temps, comment ils se rendent sous l'eau tout seuls, avec un exercice assez simple où les gens vont écrire des lettres et des chiffres romains. Donc là, pourquoi cet atelier-là? Parce que si je pourrais tout à fait imaginer, voilà, de leur poser la question, comment ça se passe votre gestion du temps, d'essayer d'identifier un petit peu les irritants principaux avec ce mode tournoi, et ensuite leur amener une simulation qui va les sensibiliser avec ce jeu des lettres. Ou à l'inverse, parce que j'ai envie tout de suite qu'ils rentrent dans l'expérience, de leur dire on va tout de suite tester un truc et après on va imaginer soit un débriefing, soit une continuité d'activité en mode tournoi. Donc on est vraiment toujours sur cette logique de combinaison. Et puis dernière combinaison, parce que pour les plus alors je sais pas si les trentenaires ça passe, mais en tout cas les quadras et au-delà auront peut-être le souvenir d'une émission fabuleuse présentée par Philippe Risoli dans les années 90 qui s'appelait Géopardy. Géopardy, c'est exactement l'inverse de Question pour un champion. Question pour un champion, on doit trouver la réponse à la question, et bien Géopardy, c'est l'inverse. Vous devez trouver la question à la réponse. Voilà. Donc je vous laisse imaginer. Ça veut dire que sur une réponse donnée, il peut y avoir plusieurs questions possibles. Et ça, c'est intéressant comme dynamique, parce qu'on va pouvoir, à partir d'un sujet donné, par exemple réussite de l'équipe, interroger tout le monde sur quelles sont les questions. Voilà, donc on peut ouvrir une séquence avec un Géopardy, et puis à partir de là, se dire, OK, on a consolidé plein de matières, on a récupéré plein de choses, eh bien on va faire un Pecha-Kucha. Le Pecha-Kucha, ça c'est un format qui est dur, hein. C'est 20 slides, 20 secondes, donc ça veut dire que ça fait des présentations de 5 minutes 20, c'est hyper exigeant, mais ça invite à la synthèse, et ça invite à être extrêmement concis. Ça, c'est absolument fabuleux. Et on peut imaginer l'inverse, c'est-à-dire d'abord, on prend n'importe quel sujet, on fait faire des présentations en 20 slides, 20 secondes, parce que c'est chouette, et puis pour voir si les gens ont bien écouté, c'est-à-dire s'ils ont bien acquis tout ce qui s'est dit, eh bien on va proposer de faire un petit Géopardy. Voilà, ça, c'est des logiques d'assemblage qui fonctionnent plutôt très bien. Et ces logiques d'assemblage, moi, je m'en sers tout le temps, en fait. Voilà, si je vous montre un autre filage, c'était pour un public de médecins. On est sur une journée. Donc évidemment, on est dans l'accueil. Donc l'accueil, vous voyez que l'espace, il est préparé. Il y a des tables, il y a des chaises, il est lumineux, il y a plein de choses. Il y a des objets sur les tables. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on a enchaîné avec le mot du directeur. Et puis, voilà, comme c'est une séquence assez descendante, moi, j'ai fait une petite facilitation graphique. Voilà, en plus, c'était assez challengeant parce qu'il avait raconté une histoire sur les dodos. Alors, je suis arrivé et puis j'ai dû dessiner un dodo. Voilà, donc ça fait des petits. Donc, je sais pas si vous savez à quoi ressemble un dodo, mais moi à l'époque je savais pas. Donc on invente, c'est pas très grave. J'ai enchaîné ensuite, j'ai proposé, comme c'était un public de médecins, on enchaîne avec
voilà, on était dans une journée qui devait être particulièrement créative. Donc, comme la thématique, elle est créative, j'aurais proposé un speed network meeting avec autour de la question, voilà, pourquoi est-ce qu'on est là pour parler de la communication, aller rencontrer des gens. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On a enchaîné avec des posters créatifs. Donc là, pareil, avec plein d'objets sur les tables pour que les gens continuent à phosphorer, à créer. Et puis pour commencer à rentrer dans une logique de proposition, pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils allaient pouvoir s'y prendre. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de tout ça pour sur cette communication externe. Un atelier Product Box, voilà, la boîte produit qu'on retrouvera notamment dans le bouquin d'Innovation Games. Déjeuner, parce que c'est épuisant tout ça, hein. Faut se reposer, il faut bien reprendre en énergie. Et après le déjeuner, on fait une petite galerie, voilà, un petit atelier musée. Alors c'est pas un atelier en soi, mais c'est une séquence musée, voilà. Et puis à partir de là, donc les gens se promènent, vous voyez, les gens ils regardent, ils sont curieux, on observe un petit peu la créativité collective, tout ce qu'il y a. Et derrière, on les pitch, parce que les gens ils se comprennent absolument rien, évidemment, de ce qu'il y a sur les boîtes. Donc voilà, un petit pitch. Ça crée, vous voyez que là, les gens se mettent debout, ils sont encore, ça crée encore des dynamiques différentes. Et après, on vote, on priorise. Voilà, c'était des projets, finalement, les boîtes produits, c'était des projets lesquels vont remporter la plus grande adhésion, le plus de votes. Et comme tout ça est particulièrement épuisant pour tout le monde, parce que c'est des journées créatives, on termine avec un petit cercle de clôture. Et un cercle de clôture, ça fait un moment de communion assez sympa. Vous voyez, donc des assemblages. Mais attention sur les assemblages. S'il y a bien, si on fait que de la logique d'assemblage, il me semble qu'on va rater un élément essentiel. Et cet élément-là, ce sont les transitions. Comment est-ce qu'on va passer d'un atelier A à un atelier B? Comment est-ce qu'on va faire? Il y a une époque, on avait à la télé, pour annoncer le programme, il y avait des speakerines. Et c'était vraiment ce côté, voilà, on coupe. Vraiment une vraie coupure pub. Où on nous annonçait la suite. La transition, c'est exactement cette même idée. C'est-à-dire qu'entre deux activités, comment est-ce qu'on va passer? Cette transition, ça doit être comme une respiration, comme une rupture d'énergie. Ça peut être une rupture dans le rythme, ça peut également être une rupture dans l'espace. Une transition, c'est vraiment cette notion de lien. Et on va pouvoir travailler ce lien, et il me paraît essentiel de le travailler avec des petites touches, des petits éléments qui sont soigneusement choisis. Je vous en donne quelques-uns. Évidemment, on aura envie de penser en premier lieu aux icebreakers. Voilà. Alors, la particularité des icebreakers, c'est qu'ils sont souvent présentés comme des éléments d'ouverture, évidemment, mais ils sont pas. On peut tout à fait faire des icebreakers en cours. Voilà. Alors, ça s'appellera plus icebreaker. Du coup, ils serviront peut-être à énergiser. Donc, on a aussi pas mal d'énergiseurs. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va. Il y a énormément il y a énormément de recherches sur ces sujets parce que c'est fun, parce que c'est rigolo. Attention néanmoins, trop d'icebreakers tue les icebreakers, trop d'énergiseurs, ça tue aussi. Parmi les éléments qu'on peut faire dans les éléments de transition, il y a évidemment des pauses. Je suis toujours étonné de voir à quel point on a cette envie de charger à mort les déroulés et les journées. Prenons des pauses. Et une pause, ça peut être, il peut y avoir plusieurs pauses de 5 minutes, 10 minutes. Attention à ce qu'elle soit pas trop longue pour pas qu'une transition soit une coupure non plus. Je vous ai évoqué tout à l'heure le petit exercice EATP, voilà, donc l'explorateur, l'acheteur, le touriste et puis le prisonnier. Donc ça, c'est des petits exercices qui peuvent permettre de poser un petit peu la question de savoir où le groupe en est. Et toujours dans cette même veine, des éléments comme moi que j'utilise énormément et n'importe quand, la météo intérieure. Voilà. Tout le monde sait parler de la météo.
Et voilà, comment ça va là? Vous en êtes où? C'est quoi la météo que vous avez là actuellement? D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir quelle est votre météo. Tiens, faisons une petite météo par chat. Est-ce que c'est grand soleil là dans la conférence? Est-ce que vous êtes plutôt soleil couvert? Parce que voilà, c'est votre météo de maintenant. Je parle pas de l'évaluation de la conférence, je parle vraiment de votre météo à vous. Est-ce que c'est compliqué? Voilà, parce que c'est la pluie, parce que c'est ah là 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 là. Et peut-être d'ailleurs cette conférence qui vous amène là-dedans, ou pire encore, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est la colère, c'est l'orage, ça va pas bien. Là, merci pour ceux qui prennent le temps de répondre dans le chat, c'est toujours un plaisir de lire tout ça. Toujours dans les, y a un truc que j'adore faire, c'est un mur des waouh. Voilà, alors le mur des waouh, c'est bien. Mais c'est bien quand les gens ils ont des effets waouh. Voilà. Donc ça, et les transitions, moi, je suis particulièrement prudent parce que ça fonctionne bien tous ces éléments de transition dans les formations. C'est beaucoup plus difficile dans les ateliers. Comme j'utilise énormément la facilitation graphique, moi, dans les salles dans lesquelles j'interviens, il y a toujours plein de panneaux partout. On note énormément de choses et un élément de transition, ça peut être juste de prendre le temps de l'observation. Voilà. Baladons-nous, observons ce que nous avons fait. Ça peut être intéressant. Ça peut être autre possibilité aussi de préparer la suite et notamment la répartition en sous-groupes. Donc là, on est sur une rupture. On est sur une rupture de l'espace, puisque les gens, ils vont marcher, ils vont faire autre chose. Vous me direz évidemment en distanciel, c'est pas possible. Ça dépend. Voilà, il y en a même qui vont jusqu'à proposer des exercices physiques en distanciel. Personnellement, je le fais pas parce que je suis pas à l'aise avec ce type de démarche, mais c'est toujours pareil. Quand on est à l'aise avec son intention, tout est possible. Voilà. Et puis un autre que j'adore, que j'ai découvert avec Thierry, j'ai retenu. Alors là, c'est génial parce que là, on est sur vraiment, là, on convoque la mémoire de tout le monde et l'idée, c'est d'avoir un jeu où on essaye de se dire, voilà, le maximum de choses qu'on a retenues à tour de rôle. Et on voit du coup les écarts entre ce qu'on avait prévu que les gens acquièrent et puis ce qu'ils ont véritablement retenu. Donc voilà, soignons les éléments de transition, ça me paraît essentiel. Et s'il y a bien des filages sur lesquels il est délicat d'aborder cette notion de transition, c'est bien sur les ateliers de conflit. Je vous en donne un exemple que j'ai animé. Voilà, je t'ai appelé un peu en facilitation pompier dans une phase particulièrement délicate. Alors, ce que j'ai trouvé très drôle en arrivant dans la salle, c'est que c'était ce panneau qui était affiché. Alors évidemment, je ne vais pas vous le lire, mais sachez que je vais pas en parler non plus. Donc, vous risquez d'être en dissonance cognitive si vous essayez d'aligner ce que je dis sur ce que vous lisez. On a commencé par, voilà, comme c'était un conflit, on a commencé un tour de table des ressentis. Voilà, comment ça va chacun individuellement sur le projet. Ensuite, on a fait un bocal à poissons. Je vous en ai parlé tout à l'heure de comment ça se passe pour que les gens parlent, voilà, vraiment pour libérer la parole. Ensuite, je leur ai proposé, comme le sujet était éminemment complexe, ils étaient nombreux, je leur ai proposé une activité de représentation systémique, voilà, pour vraiment observer comment ça se passe chez eux. On a pris le temps du déjeuner, évidemment, et puis après l'observation et le commentaire sur les résultats de cette observation systémique, je leur ai proposé une activité tribunal. Le tribunal, c'est génial. Voilà, vous avez une équipe qui défend une position et une autre équipe qui défend la position radicalement opposée. Et après, ils s'affrontent dans une joute verbale. C'est très drôle. On a le droit d'autoriser la mauvaise foi. Enfin, moi, je suis un grand fan. Et on a terminé évidemment par un cercle de clôture pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire de tout ça. Et si on regarde un petit peu le déroulé que je viens de vous évoquer, il est structuré à partir d'un petit bijou de facilitation qui est mal connu et aussi mal utilisé, les 6 chapeaux d'Édouard Desbonneaux. Je vous recommande vraiment l'ouvrage. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans les ouvrages que je vous ai recommandé. Les 6 chapeaux d'Édouard Desbonneaux. Donc 6 chapeaux, c'est véritablement, il y en a 6. Voilà. Donc vous avez un chapeau bleu,
Vous avez donc le chapeau bleu, c'est le chapeau de la facilitation. C'est le chapeau, le chapeau du cadre. Le principe des 6 chapeaux, c'est de proposer une pensée collective orientée. Et ce qui est absolument différent de une conversation classique. Ouais. Quand on a une conversation classique, il y a quelqu'un qui donne une idée, et puis l'autre va répondre oui, mais tout ça, machin, et en fait, on a des pensées divergentes. Et donc là, on a tous le même chapeau. Donc le chapeau bleu, c'est le seul qui est utilisé par le facilitateur. Tous les autres, c'est pour tout le monde. Donc on a le chapeau jaune, c'est le chapeau de l'optimisme. On a le chapeau vert qui va plutôt être un chapeau orienté tourné vers l'avenir, vers la suite, vers l'action. On va avoir le chapeau, on a un chapeau blanc, le chapeau blanc qui va plutôt être le chapeau des faits, du tangible, de l'observable. On a le chapeau noir, très efficace, le chapeau noir, quand on travaille avec des Français, c'est c'est le chapeau du risque, c'est le chapeau du négatif, c'est le chapeau de oh là là, celui-là généralement il fonctionne plutôt très très bien. Et puis on a le chapeau rouge, qui est qu'on pourrait résumer avec le chapeau des émotions. Et donc, on peut avoir un format d'animation qui soit organisé à partir de cette approche des 6 chapeaux. Ça fonctionne particulièrement bien. C'est assez difficile et je trouve que c'est hyper formateur en termes de facilitation d'amener des gens à utiliser un chapeau. On peut d'ailleurs avoir des chapeaux physiques. Passer le fait que peut avoir un petit peu l'air ridicule, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ça permet de l'incarner. Et donc, on a une combinatoire. En fait, les chapeaux, ils peuvent s'exécuter dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Donc, si on nommait le chapeau bleu, qui est le chapeau du cadre, voilà, dans mon déroulé de tout à l'heure, j'ai fait un chapeau rouge en leur demandant comment vous vous sentez chez tout le monde. Ensuite, j'ai dit on a fait un fishbowl. L'idée, c'était de les amener sur les faits, voilà, et ensuite avec une représentation systémique de leur système. On est toujours sous le chapeau blanc, c'est-à-dire observer et constater les faits. Au retour, on a fait un tribunal, et je trouve que le tribunal, il est parfait parce que il a pu à la fois véhiculer les deux, c'est-à-dire à la fois les critiques et l'optimisme. Et puis, dans le cercle de clôture, on a fait un chapeau vert. Et en fait, vous voyez que en fonction de comment est-ce que vous articulez, donc là, j'ai fait rouge, blanc, noir, jaune et vert. En fait, vous avez plein de combinaisons. En fait, vous en avez même 120 en fait pour être précis. C'est-à-dire que vous avez 120 possibilités d'articulation juste de 5 chapeaux. Et si vous en rajoutez un 6e, parce que les 6 chapeaux, on n'est pas obligé de se limiter à cela, on peut faire du vert, du rouge, du noir, revenir au vert. Eh bien, si vous passez à 6 chapeaux, vous allez avoir une combinatoire de 720 ateliers. Autant vous dire que le nombre d'ateliers potentiels que vous pouvez animer et donc de dynamique juste à travers cette architecture de vos ateliers, c'est absolument fabuleux. Si on se donne des exemples sur les différents chapeaux, un des exercices qu'on va beaucoup utiliser, c'est tous les exercices de photolangage. Par exemple, pour les ressentis, vous pouvez utiliser les cartes Dixit. Si vous ne connaissez pas encore les cartes Dixit, c'est juste génial. Et en plus, elles sont disponibles sur le site d'Asmodee. Elles sont téléchargeables en PDF. Enfin, une partie, en tout cas. Lorsqu'on est sur le chapeau blanc, on va pouvoir faire des choses très simples. Voilà, j'ai parlé de la ligne de temps tout à l'heure. Ça, c'est clairement un atelier chapeau blanc. Mais on pourrait aussi avoir tout ce qui va relever des indicateurs. Par exemple, si on a des chiffres, ça peut être assez chouette aussi. Quand on est vraiment dans le chapeau noir, voilà, j'ai le format que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc le format tribunal. Ce format-là, il est vraiment à l'intersection des deux. Je pense que c'est un format qu'il faut avoir. En tout cas, moi, je peux plus m'en séparer. On pourrait imaginer. Alors, on est très prudent avec le chapeau noir parce qu'il y a des groupes, il y a des gens qui le vivent très très mal d'avoir une pensée négative. Donc, il faut être vigilant quand même par rapport à ça.
Sur le chapeau vert, bien, on va retrouver des ateliers assez classiques. Je pense notamment à l'étoile de mer. Donc c'est commencer, qu'est-ce qu'il faut qu'on commence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu plus, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse moins et qu'est-ce qu'on arrête. Voilà. Ou sinon, vous avez une version encore plus light qui s'appelle Keep, Start, Drop. Et donc, on peut comprendre aussi que si on utilise juste ce type d'atelier-là, quand on est dans une logique avec les 6 chapeaux, on comprend qu'il nous manque des éléments. Et donc, sans doute pas la bonne idée de commencer par ça. Je pense notamment à tous ceux qui font des ateliers d'amélioration continue. C'est peut-être un peu rapide de commencer par le Keep, Start, Drop. Voyons peut-être un peu plus... prenons un peu plus le temps. Et ce temps-là, eh bien, c'est à nous de le poser, c'est à nous, facilitateurs, de concevoir ces recettes, de concevoir ces déroulés. Et parmi les outils qu'on se redonne évidemment en tant que facilitateur, nous sommes les garants du cadre. Le cadre qu'on doit toujours garder sécurisé. J'avais envie de vous dire encore et de vous partager plein d'autres façons de créer des déroulés, de créer des filages. Mais là, vous avez compris que les possibilités sont quasiment infinies. C'est ce qui fait que cette discipline est particulièrement passionnante. Prenez des ateliers et autorisez-vous des variations. Moi, parmi les variations que j'utilise énormément, le fonctionnement en sous-groupe. Il y a trop peu d'ateliers de facilitation. Quand on démarre, c'est vrai qu'on a du mal à se dire, tiens, je vais répartir les gens, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas maîtriser. Mais si, en fait, parce que quand on laisse les gens faire entre eux, mais c'est absolument fabuleux. Et donc, on a juste besoin d'avoir une question et on organise ça. Voilà, on peut, si on a l'habitude de travailler en grand groupe, on fait des sous-groupes. Autre variation possible, vous prenez n'importe quel atelier que vous allez pouvoir trouver et si vous l'avez fait une fois, 2 fois, quelles sont les règles que vous allez pouvoir ajuster? Il y a forcément des choses il y a peut-être des petits ajustements, peut-être que vous aurez envie de rajouter du matériel, peut-être que vous aurez envie d'ajouter un élément qui n'est pas dans le déroulé. Autorisons-nous à customiser ces ateliers-là. On pense évidemment, comme les fonctions d'adaptation, des durées. Moi, je pense notamment à plein d'ateliers que j'ai fait en format flash éclair. Ça, c'est assez intéressant aussi. On peut se dire, il faut prendre le temps. Oui, il faut prendre le temps, c'est important. Mais on peut aussi essayer faire appel à ce cerveau instinctif, ce cerveau immédiat, et donc avoir plein de formats d'ateliers qui sont extrêmement rapides. Alors, on ne fait pas avec n'importe qui, évidemment. Si ça met les gens en difficulté, ce sera sans doute un mauvais choix. Parmi les autres variations qu'on va pouvoir imaginer et pour vous aider à bien réfléchir le déroulé, on peut être attentif à la sociologie des personnes présentes. Alors, qu'est-ce que j'entends par la sociologie? Je pense notamment si vous avez l'habitude de travailler avec des gens qui font preuve d'énormément de rigueur, ce sera peut-être une bonne idée d'aller exactement à l'inverse, d'aller dans la partie créativité. Donc c'est vraiment de chercher cette partie. Ça vaut aussi dans les deux sens. Hein. Je pense notamment à des ateliers avec des gens qui sont particulièrement créatifs. Les gens qui sont particulièrement créatifs, c'est compliqué de travailler avec eux justement parce qu'ils ont cette fibre-là. Et si à l'inverse, on leur propose des ateliers extrêmement rigoureux, eh bien, ça nous sort de la zone de confort. Donc ça va être aussi des idées, des approches pour concevoir, orienter, donner des nouvelles dynamiques. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire une nouvelle recette pour son atelier? Et peut-être qu'il y a un truc à aller chercher là-dessus. Et s'il y a bien une pratique qui est documentée nulle part et qui pourtant a un potentiel absolument fabuleux, absolument énorme, ce sont les jeux de cartes. C'est pas une technique en soi, c'est pas un atelier en soi, mais on peut créer des jeux de cartes sur à peu près tout et sur n'importe quoi. C'est très facile à faire, il suffit d'avoir une imprimante
un petit peu de temps pour faire le découpage derrière. Mais on peut imaginer et concevoir plein de formats d'ateliers. Ça permet de fragmenter l'information et ça permet de responsabiliser les gens sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, créer des jeux de cartes ou utiliser des jeux de cartes existants, il y en a plein. Et les cartes, on peut imaginer 1000 règles possibles. Vous voyez que dans tous ces filages, dans tous ces déroulés, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours la même base. Vous aurez toujours la même trame. C'est un peu comme une pizza. On peut réinventer la poudre, mais à un moment donné, on va bien se retrouver avec. Voilà, c'est toujours le même déroulé. Vous allez retrouver un atelier, ça se prépare. On le redira jamais assez, mais on prépare, on joue au jeu aussi. Moi, j'imagine pas jouer à un jeu auquel j'ai pas joué précédemment ou un atelier pour en saisir la subtilité, l'importance et le vécu aussi. Dans cette partie préparation, il y aura un point de passage obligatoire qui sera l'invitation. Soignons les invitations pour que tous nos déroulés et nos ateliers se passent bien. Tous les ateliers s'organisent de la même manière. On doit faire une ouverture. On le redira jamais assez, c'est évidemment indispensable. Et dans une ouverture, il y a la notion d'accueil. On ne démarre pas de but en blanc. Et on va prendre le temps également de poser le cadre. Ça, c'est vraiment essentiel. On fera évidemment tout ce qu'on voudra à partir des compositions que je vous ai proposées. Et on clôturera. On aura toujours si on a une ouverture, eh bien on a toujours une clôture. Et souvent, un exercice qui est assez oublié, c'est la prochaine étape, la prochaine action. C'est-à-dire quelle continuité il va y avoir à ça. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre n'importe quelle recette, n'importe quel assaisonnement. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous avez cette trame commune. Pour composer vos ateliers, je vous renvoie vers le dernier. Voilà, je voudrais conclure cette intervention par l'outil indispensable qui fera sans doute l'objet d'une prochaine conférence qui s'appelle les 7P, que vous retrouverez dans Gamestorming. Je vous donne la version en français parce que tous les mots commencent par un P en anglais. Tous les ateliers doivent avoir un objectif. Tous les ateliers, on doit toujours prendre en compte qui sera notre public. Tout ce qu'on a évoqué pendant cette conférence va plutôt être tourné vers ce qu'on appelle le process, le déroulé ou le filage, c'est-à-dire l'exécution et le programme. Et tout ça doit permettre d'arriver à la livraison d'un produit, un plan d'action, quelque chose de tangible. Dans tous les ateliers, il y a des risques nombreux qui peuvent être liés à chacune des dimensions précédentes. On aura évidemment besoin d'aspects logistiques, que ce soit du matériel, mais peut-être aussi de la réservation de salles et d'autres éléments. Et tout ça nécessite de la préparation. Et ce Canva des 7P, il me paraît être l'outil de base indispensable pour toutes les personnes qui ont un temps collectif à organiser et qui souhaitent qu'il soit déroulé dans de bonnes conditions. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de créer vos nouveaux ateliers, eh bien, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est tout simple, c'est de passer à l'action. Et cette action, elle est très simple. Il y a plein de gens qui vous ont partagé plein de choses dans cet atelier. Donc, dépêchez-vous de copier-coller le chat avec tout ce qui a été dit. CTRL-C, CTRL-V, et faites-vous plaisir sur tous vos prochains ateliers. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre, à les récupérer. Et on peut rester en contact sur LinkedIn, Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment.
Pourquoi cette peste en anglais? Oui. Romain, comment on fait pour dessiner aussi bien que toi? Bah, on s'entraîne et puis viens à mes formations et peut-être que tu y trouveras des tips. Un grand merci pour vos messages, ça fait vraiment très très chaud au cœur. C'est quoi MOA? C'est maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'est un terme qui désigne une population qui ont comme particularité d'être responsable de la réflexion de ce qui doit être fait, réflexion sur le produit. On trouve ça beaucoup dans les organisations qui font des projets informatiques, mais pas que. Merci pour vos messages. Un grand soleil, c'est super. Peux-tu nous remontrer le dessin avec le chapeau de Bono? Ce serait top, absolument. Ouais, mais hop là. Le voici. Merci Diane pour les bises, je t'embrasse aussi. Est-ce que tu conseilles des ressources pour creuser sur les chapeaux des Bono? Oui, bah, le livre officiel, hein, les 6 chapeaux d'Edouard des Bono. Je pense que c'est là. Il n'est pas très digeste, mais en fait, quand on le relit, il est vraiment bien. Merci Julie. Quand est-ce que tu viens aux petites cantines? Ben, je ne sais pas, Diane. Je ne sais pas ce que sont les petites cantines, mais voilà, n'hésite pas. Voilà, si vous voulez me contacter, vous allez sur supertilt.fr ou vous envoyez un mail sur romain@supertilt.fr et puis on peut continuer d'échanger ensemble. Pas très pratique le livre des chapeaux dans son application, mais très bien pour comprendre la logique. Je te rejoins complètement. Moi, je l'ai lu il y a longtemps et j'avoue que ça m'était passé complètement à côté. Et en fait, quand on le relit une deuxième fois avec de l'expérience, effectivement, le livre, il y a tout dedans. On dirait un lundi matin. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un lundi matin, mais qu'il y a le week-end après. Et ça, c'est cool. Pensez bien à faire un CTRL-C, CTRL-V. Hein. Il y a eu plein de choses qui ont été mises dans le chat. Donc, surtout, ne partez pas sans ça. Et donc voilà, si vous pouviez laisser votre avis sur cette conférence, ce sera un vrai plaisir et je vous remercie d'avance. C'était recette. Hop, je retrouve. Voilà, c'était la conférence recette d'atelier à gogo. Vous pourrez la retrouver en replay, soit par les facilitateurs, soit via ma chaîne YouTube parce que je l'ai enregistrée. Et surtout, laissez votre avis dans le lien qui est posé. Et puis une petite dernière dédicace, un grand merci aux facilitateurs et un grand big up, un grand bravo pour leur organisation. C'est un travail de dingue, donc merci pour leur invitation et puis d'avoir pu faire que cette journée ait lieu. Merci beaucoup, bonne continuation et bonne fin de journée.